j'ai la chance de présenter le docteur Pauline Martineau, qui fait une carrière absolument fulgurante. Elle est médecin d'abord, spécialiste en nutrition, en prévention et en promotion de la santé. Elle est docteure en neurosciences et elle est ancienne conseillère médicale de 2 ministres de la Santé, pour lesquels vous avez fait des recherches et des rapports extrêmement importants, à la fois Olivier Véran et François Braun. Vous avez créé, fondé, présidé 2 ONG, Imhotep et les ateliers Mercure. Voilà, comme ça vous pourrez tous vous y référer. Vous venez d'être nommé au collège de l'Académie de médecine, à 34 ans. Fonce, voilà. Et puis, si Pauline nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'elle a copiloté une étude qui a été publiée en juin 2025 dans la revue Nature sur les mathématiques à l'école et sur le rapport des filles aux maths, ce qui est un sujet d'une brûlante actualité sur lequel elle va nous parler. Merci. Eh ben, je suis ravie d'être parmi vous dans cette prestigieuse école. Merci beaucoup de l'invitation à Dimitri et Clotilde. Et puis ravie que ce sujet soit un des premiers dont on parle en 2026. Il y a tellement de choses à dire. Pete, I'm absolutely a fan of Mr. Bean, so thank you so much. I love the presentation, and I love that Mr. Bean's defending so much the woman's salary in the world. Thanks a lot. Et je partage à Pete que j'adore les présentations qui sont pleines d'humour. La mienne va être peut-être un peu plus sérieuse, mais je vais essayer de vous embarquer sur tous ces champs. J'adore ce sujet, l'écart entre les petits garçons et les petites filles, comment est-ce que nos cerveaux fonctionnent. Et donc aujourd'hui, je vais vous embarquer dans 5 domaines de présentation. Le tout premier, c'est qu'est-ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau chez les tout petits, notamment dans le domaine des mathématiques. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'en disent les résultats internationaux de cet écart entre les garçons et les filles dans le domaine des mathématiques. Ensuite, je vais vous présenter un programme qu'on a lancé en France en 2018 avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale et beaucoup d'administratifs et tous les enseignants en France, qui s'appelle le programme EVALED. C'est le programme qu'on a utilisé pour pouvoir analyser les 3 millions d'enfants, les données de 3 millions d'enfants en France sur 4 ans, et qui nous a permis d'avoir l'honneur de publier dans la revue Nature sur les origines de ces écarts entre les petits garçons et les petites filles. Et enfin, je vous propose une revue de la littérature synthétisée sur quels sont les éléments dans le monde entier, les interventions qui ont fait leurs preuves pour booster la performance des petites filles et faire en sorte qu'elles ne perdent pas. C'est tout bon. Ah, ok. Si vous entendez trop, ça marche. Là, vous m'entendez toujours bien ? Je reste comme ça, c'est mieux peut-être. Donc les perspectives sur qu'est-ce qui a déjà été testé de manière evidence-based, je rejoins, dans le monde entier, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire cet écart entre les petits garçons et les petites filles, et s'assurer que les petites filles ne perdent pas confiance en elles et maintiennent ce haut niveau de mathématiques qu'elles ont de manière innée. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le fonctionnement des tout-petits ? On sait des choses absolument incroyables. En fait, nous toutes et nous tous, les humains, quand on est avec un socle fondamental qui s'appelle le sens des nombres. Un socle fondamental de connaissances sur les objets, la géométrie et les nombres. C'est-à-dire que très très petit, on arrive à distinguer des quantités qui sont complètement différentes. Donc ce sens du nombre, il est identique chez les petits garçons et les petites filles. Je vais vous le montrer juste après. Et la plupart des tâches cognitives qui sont liées aux mathématiques, elles démontrent des différences quasiment nulles entre les petits garçons et les petites filles. C'est des tâches qu'on a essayé de dénuer complètement de biais qui viendraient d'une éducation en mathématiques extérieure. Donc à chaque fois qu'on utilise ces tâches qui sont les plus débiaisées possibles, en fait on s'aperçoit que les garçons et les filles ont les mêmes compétences en mathématiques. Alors vous allez me dire,
Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il y a dans le cerveau d'un tout petit bébé qui a 6 mois et qui ne sait même pas parler et qui bave et qui sourit et qui est trop mignon? Et bien alors je vais vous montrer. Et alors j'ai essayé de rendre ça le plus digeste possible, donc pardonnez-moi en avance pour les grands spécialistes du cerveau de l'enfant et qui vont me dire que je vulgarise peut-être un peu trop, mais je serais ravie que vous puissiez enrichir la présentation juste après dans la partie des questions. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire de sciences cognitives par rapport au tout petit? Là vous avez un petit de 6 mois qui est dos à vous et qu'on va exposer à toujours les mêmes quantités. Donc là vous avez 16 points petits, 16 points un peu plus gros. Et puis en fait, on va l'habituer. Ça s'appelle le phénomène d'habituation. Donc il va être exposé à ces 16 points régulièrement. Puis ensuite, on va rentrer dans l'expérience qu'on va faire. On va avoir toute une population de tout petits près desquels on va continuer à présenter ces 16 points. Et là, il y a une particularité, c'est qu'on va remarquer que leur temps d'engagement est très bas. En fait, s'il y a quelque chose qui est logique, qui est présenté à des bébés, ils s'en désintéressent. Alors que, pour ceux qui ont été confrontés à des bébés, vous savez bien que s'il y a quelque chose qui paraît un peu illogique à un bébé, il fronce des sourcils. Ça, c'est le premier élément qu'on va noter avec des vidéos quand on est dans un laboratoire. Et deuxième élément, en plus de froncer les sourcils, ils vont vraiment fixer l'image et se dire « Ok, dans mon logiciel bayésien cognitif, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On m'a habitué à 16 points, 16 points, 16 points. Là, quand on m'en présente 8, il y a un truc qui est un peu différent. » Et donc c'est comme ça qu'en fait, on a fait des expériences sur des milliers de bébés dans le monde entier. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est ces phénomènes d'engagement et le fronçage des sourcils. Comme ça qu'on arrive à distinguer si les enfants arrivent à dénombrer en fait certains types de quantités. Et alors pour vous, je ne l'ai pas montré ici, mais si par exemple on lui présente au lieu de 16 points 14, les bébés ne font pas la différence. Ils vont avoir un désengagement assez rapide. Par contre, des grands types de quantités, là, ils vont y arriver. Et lorsqu'on compare plein de petits garçons et plein de petites filles, vous voyez, donc là, vous avez un petit bébé à gauche qui est exposé à ces écrans et avec les différents types de quantités. Et en fait, vous voyez sur les graphes qui sont en bas à droite, on n'a absolument aucune différence significative entre des petits garçons et des petites filles. Là, ce sont des bébés qui ont 6 mois. Mais après, lorsqu'on leur fait faire des tâches dont je vous parlais tout à l'heure, les tâches qui sont les plus dénuées de biais possibles dues à une éducation, à une exposition en mathématiques, donc des tâches de object processing, de numerical processing et de geometric reasoning. Vous avez à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez bien, les filles sont en gris clair, les garçons sont en noir. À gauche, ils ont entre 4 et 8 ans. Ensuite, ce sont des preschoolers, ils ont 5 ans, ensuite 3 ans, ensuite 6 à 10 ans, 4 à 4 ans et demi, 4 ans. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, on n'a aucune différence significative sur toutes ces tâches entre les petits garçons et les petites filles. Là, c'est extrait, je vous ai mis à chaque fois les références des articles en bas des slides. Mais en fait, ces éléments-là, on les retrouve dans de nombreux papiers au niveau international. Donc au total, on a des petits garçons et des petites filles, on est tous avec ce socle de sens du nombre commun à tous, entre les petits garçons et les petites filles, peu importe si vous êtes français, brésilien, chinois ou américain. Alors que disent nos résultats internationaux sur les stéréotypes de genre? D'abord, quand on regarde l'étude qui est la plus connue, qui s'appelle PISA, qui est faite tous les 4 ans, sur à peu près, je n'ai plus le chiffre en tête à vérifier, mais c'est à peu près 200 000 enfants dans le monde entier, qui ont tous 15 ans. En fait, on s'aperçoit que déjà, on n'a pas un écart parfait qui est le même entre tous les pays, entre les garçons et les filles à l'âge de 15 ans. Donc en fait, on se dit en raisonnant, si jamais on avait une capacité dans notre ADN complètement innée d'être moins forte en maths parce qu'on est des femmes, plus forts en maths parce qu'on est des garçons, logiquement, peu importe l'environnement dans lequel vous évoluez, on devrait retrouver à peu près une constance d'écart entre les garçons et les filles. Premièrement, ce n'est pas le cas. Donc là, vous avez le dernier graphe des études PISA de 2022, où on voit ici, on voit du coup à chaque fois, une barre est égale à un écart entre les garçons et les filles par pays. Et vous voyez qu'il n'y a quasiment aucun pays qui a une égalité parfaite dans son écart entre les garçons et les filles. Là, dans cet extrait de graphe, on a une quarantaine de pays où les garçons sont plus forts que les filles en mathématiques. On a 17 pays
où ce sont les filles qui sont plus fortes que les garçons en mathématiques. Et un autre élément aussi, c'est que, en fait, ce sont les résultats de 2022. Si on regarde l'évolution depuis les années 2000, c'est assez intéressant puisqu'en fonction des variations des politiques d'éducation d'un même pays, et ben parfois, on a des garçons qui sont plus forts que les filles en maths, et puis 8 ans après, on a finalement les filles qui sont un peu plus fortes que les garçons en maths. Donc ça varie même au sein d'un même pays, au sein d'une même culture. D'autres éléments de la littérature autour de ces stéréotypes de genre en mathématiques, qu'est-ce qu'on en sait dans le monde entier ? Ben malheureusement, en fait, on mesure que les petites filles, même à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, souffrent d'une anxiété liée aux mathématiques que les garçons n'ont pas. Ça, c'est mesuré dans plusieurs pays. Elles ont un niveau d'anxiété et de stress face aux exercices de mathématiques. Ce qui est intéressant aussi, et plusieurs expériences qui l'ont montré, c'est que si vous enlevez la partie chronométrée d'un test, eh ben les petites filles ont une égalité quasiment parfaite en résultat avec les petits garçons sur les tâches en mathématiques. Nous, on l'a vu là dans l'expérience EVALED, dont je vais vous parler juste après, où les filles sont excellentes en langage, sauf dans un exercice, le seul qui est chronométré, pour lire le nombre de mots le plus vite possible. Là, les garçons les dépassent, mais largement, et peu importe le niveau socio-économique. Donc la compétition et tout ce qui est stress autour des exercices joue beaucoup à diminuer le niveau des petites filles et peu celui des garçons, peu importe la culture à laquelle vous appartenez. Le troisième point, c'est que les croyances et les stéréotypes qu'ont les adultes qui entourent l'enfant, et quand je dis adultes, c'est les parents, les enseignants, peuvent jouer sur les écarts entre les petits garçons et les petites filles. Lorsqu'on mesure cette fausse information comme quoi les filles sont nulles en maths à plus de 80% parmi les enseignants du primaire, et lorsque cette croyance est très très forte, en fait on voit que les performances des petites filles en mathématiques de la classe de cet enseignant sont très basses. Quand cette croyance est assez légère, mais en fait les petites filles ont un bien meilleur niveau. Et enfin, l'anxiété liée aux mathématiques chez les enseignantes en fait est corrélée à une baisse de performance des petites filles dans la classe en mathématiques et n'affecte absolument pas les petits garçons de cette classe. Donc là, il y a une expérimentation qui est en cours avec l'Éducation nationale et qui concerne le petit pourcentage de femmes qui sont issues d'un milieu STEM, donc un milieu mathématique ingénieur, et qui ont fait une reconversion pour être enseignantes, et du coup qui sont des femmes qui normalement n'ont pas d'anxiété vis-à-vis des maths et qui adorent les maths, pour voir quel est au total le niveau en mathématiques des petites filles de leur classe. Donc je suis désolée, je vous laisse avec ce gros suspense puisque nous n'avons pas les résultats pour l'instant, mais normalement les résultats devraient sortir très prochainement. Et puis on communiquera dessus. Moi, dès que je les ai, je les transmets à Clotilde et Dimitri pour vous les transmettre. Donc voilà un peu l'état des lieux. Première partie, on a tous un petit cerveau qui est le même lorsqu'on est. Deuxième partie, au niveau international, voici un peu les éléments qui se retrouvent, peu importe les cultures et les pays auxquels vous appartenez. Et en France, je vais vous présenter donc le programme EVALED qui, à la base, a été mis en place suite à la chute drastique de notre niveau, à la fois en langage et à la fois en mathématiques en école primaire, en se disant on va accompagner les élèves eux-mêmes pour savoir à peu près à quel niveau ils se trouvent, on va accompagner les enseignants, on va accompagner les parents avec une approche très data-centered et evidence-based de progression individuelle, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un programme qu'on a implémenté à 3 temps. Donc c'est les temps que je vais citer sur les graphes que vous verrez juste après. T1, c'est le début de CP. T2, on est à 4 mois après l'entrée du CP, donc milieu de CP. Et T3, on est en début de CE1. Et à chaque fois, les enfants passent entre 6 à 8 tests très spécifiques du langage et très spécifiques des mathématiques, pour au total avoir 46 tests cognitifs. Chaque test représente une fonction cognitive précise. Je vais vous les présenter juste après. L'ensemble de ces tests ont été diffusés à l'ensemble de la population. Donc ça veut dire que chaque année, on a 750 000 enfants qui font 46 tests cognitifs depuis 2018, et c'est encore en cours maintenant. Donc là, le programme EVALED s'est même élargi à chaque année de l'école primaire, rejoint à la 6e, la seconde, si je ne dis pas de bêtises. Et donc l'idée, c'est d'avoir en fait ce chaînage parfait et de voir l'évolution des enfants et qu'ils puissent avoir des clés, de vraiment bien identifier quelle est la fonction cognitive sur lesquelles ils ont peut-être des risques
d'avoir un niveau un peu atténué et qui peuvent renforcer avec certains types d'exercices, soit à la maison, soit à l'école. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces tests pour que vous ayez bien les éléments en tête. Si on regarde le tout début du CP, donc on va demander aux enfants, on va évaluer chez les enfants leur compréhension orale du langage, leur compréhension orale du vocabulaire, leur compréhension orale des phrases et leur compréhension orale d'un petit texte. Donc typiquement pour un enfant, on va lui demander « Est-ce que tu peux entourer le crayon et dans la boîte ?» Donc la bonne réponse sera celle-ci. Ensuite, on va regarder, on va essayer d'évaluer leur capacité à discriminer les phonèmes, les syllabes ou les associations entre un son et une lettre. Typiquement, est-ce que tu peux entourer le mot qui a la même première syllabe que le mot chapeau, et donc il faudra qu'il entoure château. Connaissance des lettres. Pas facile, c'est ça, il y a pas mal de gens qui se disent qu'au niveau du CP... Ensuite, on évalue la lecture des nombres, l'écriture des nombres, la ligne numérique. Alors, la ligne numérique, c'est intéressant parce que c'est le test qui a la plus grande corrélation avec votre future capacité à être bon en mathématiques et à être à l'aise avec les mathématiques. Donc, c'est une ligne qui n'est pas graduée. Là, l'exemple est entre 0 et 10, et il faut que vous placiez le nombre qui est prévu dans ce petit losange. 5. Tout le monde est à l'aise? Et ensuite, on évalue résolution de problème. Alors, résolution de problème, intéressant, puisqu'en fait, il combine les deux. Il faut comprendre l'énoncé, qui est une compréhension du langage, et il faut ensuite appliquer ses connaissances en mathématiques. Et ensuite, des exercices d'estimer les quantités et des exercices de géométrie. Donc là, dans un petit panier, 3 œufs. Donc voilà pour que vous ayez un ordre d'idée de à quoi ressemblent les exercices du programme Evaled. Donc on a 3 millions d'enfants pour l'étude que je vais vous présenter juste après, qui a été publiée dans la revue Nature, qu'on a évaluée de 2018 à 2022, donc, qui ont tous fait 46 tests. Donc au total, on a 138 millions de tests très précis chez des enfants pour lesquels on a l'indice de position sociale, l'âge précis en mois et le genre. Et alors les premières découvertes qu'on a faites en sciences cognitives, et on ne s'attendait pas du tout à ça, c'est qu'on a trouvé une relation linéaire entre le mois d'âge de l'enfant et ses résultats en mathématiques et en langage. Donc là, vous avez face à vous 2 graphes. Sur les ordonnées, c'est l'âge en mois de l'enfant lorsqu'il rentre en CP. Donc vous avez à gauche les plus jeunes et à droite les plus âgés. En France, on rentre l'année de ses 6 ans à l'école. C'est un choix qu'on a fait au niveau de la société. Et donc cet âge-là est entre 69 et 80 mois. Les âges typiques d'entrée en école en France, ce sont les âges en bleu clair que vous voyez sur ces graphes. À gauche, on évalue le langage. À droite, vous avez les résultats en mathématiques. Et en ordonnée, vous avez les niveaux en langage et en mathématiques en Z-score. Chaque graphe, c'est 750 000 enfants. Là, ce sont les résultats de 2018. Premier élément qui nous a étonnés en tant que neuroscientifique et cognitiviste, c'est cette linéarité parfaite entre si j'ai 1 mois supplémentaire que mon voisin, et je performe un petit peu significativement mieux que lui en langage et en mathématiques. Ça nous questionne aussi beaucoup sur le fait que dans une même classe, parce qu'on a fait cette tranche à l'année de nos 6 ans pour rentrer en CP, c'est-à-dire que dans la même classe, on a parfois 12 mois d'écart avec des mêmes enfants, voire plus, et que ça peut être... Il y a d'autres études, et je serais ravie d'en parler avec certains d'entre vous, d'autres études qui montrent à quel point les plus jeunes peuvent perdre drastiquement confiance en eux en se comparant aux plus âgés de la même classe en se disant « mais en fait, moi, j'arrive pas à avoir les mêmes performances que mes copains ». Et vous avez en bleu foncé à gauche ceux qui ont 1 an d'avance lorsqu'ils arrivent en CP, que vous remarquez qu'en termes de niveau, ils sont largement au-dessus de même des plus âgés de la tranche typique des enfants. Et puis à droite, en vert, vous avez ceux qui ont été redoublants en CP. Donc cette linéarité était quelque chose de vraiment très curieux et qu'on était ravis de découvrir. On ne s'y attendait pas du tout. Et des profils très différents selon les besoins. 1 an d'avance, âge typique par mois d'âge et 1 an de retard. La linéarité, on n'a pas sur les avances? Non. Ah ouais, ça aussi c'est très... Ça pour le coup, ça demande d'autres études aussi pour creuser beaucoup plus.
Mais aussi, les advanced, ils ont été biaisés, parce que du coup, on leur a fait sauter une classe sur certains critères, et on voit que c'est aussi beaucoup dans les catégories socio-économiques favorisées, qu'il y a, il y a beaucoup plus de biais. Et il y en a beaucoup moins, d'accord. On a beaucoup d'intervalles de confiance très élargis, tout à fait. Alors, toujours dans cette même étude, vous avez bien en tête T1, T2, T3. Donc, cette même étude qu'on a eu l'honneur de pouvoir publier dans la revue Nature, que je vous transmettrai le papier et les supplementary materials pour ceux que ça intéresse, de regarder toutes les techniques qui ont été utilisées. Et alors, je vais vous présenter un autre graphe qui est peut-être un peu plus complexe. Donc, on va y aller ensemble doucement, et surtout que le texte est un peu petit. Ce que vous avez en ordonnée, c'est les 4 types d'écoles qui existent en France. À gauche, vous avez les écoles privées. Ensuite, vous avez les écoles publiques typiques. Ensuite, vous avez les REP et ensuite les REP+. Les REP et les REP+, c'est les zones d'éducation prioritaire, nos anciennes zones d'éducation prioritaire. Pour que ces 750 000 enfants et données soient les plus lisibles possibles, il y a beaucoup d'enfants en France qui sont dans l'école publique typique. Donc ce qu'on a décidé pour cette partie-là, c'est de la diviser en quartiles selon l'indice de position sociale de la famille des enfants. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour l'école privée et pour les écoles REP et REP+, on les a divisés en 2. Du coup, vous avez pour les écoles privées tout à gauche, ceux qui sont en école privée et qui ont le niveau socio-économique le plus élevé possible. Ensuite, pareil pour l'école publique, les plus favorisés à gauche, les plus défavorisés à droite, etc. Donc ça, ce sont les ordonnées. Ce sont les abscisses, excusez-moi. En ordonnée, on a le niveau en mathématiques en Z-score des enfants. Et enfin, pour être à fond dans les clichés, vous avez en rouge les filles et en bleu les garçons. À chaque fois, pour la même catégorie socio-économique. Alors, première chose qui est assez frappante, déjà, c'est qu'on a des enfants qui ont entre 5 ans et demi et 6 ans écart. Ils rentrent en CP, ils n'ont jamais fait d'exercice en mathématiques. Il y a déjà sur 100 points, 40 points d'écart entre les plus défavorisés et les plus favorisés dans notre pays. Ils arrivent en CP, ils n'ont jamais eu de cours de mathématiques, il y a déjà des écarts monstrueux. Et alors, ce qu'on remarque aussi dans ce graphe, c'est qu'il y a une quasi-similitude entre les garçons et les filles, peu importe votre niveau socio-économique en mathématiques. Sauf, si on zoome, les très très favorisés, il y a déjà une petite avance significative en faveur des garçons. Et REP+, l'inverse. Les petites filles sont un peu meilleures que les garçons en mathématiques. Ça, c'est le graphe après 4 mois d'école. Même graphe après 4 mois d'école. 4 mois, c'est pas beaucoup. Et on voit en fait que, un peu partout, les garçons prennent de l'avance, rattrapent le retard qu'ils avaient en REP et REP+. Et alors là, ouvrez vos yeux. Après un an d'école, on a cet écart entre les petits garçons et les petites filles. Peu importe le niveau socio-économique dans lequel vous êtes, les petits garçons sont meilleurs en mathématiques que les petites filles, alors qu'un an plus tôt, il y avait cette quasiment parfaite égalité entre les petits garçons et les petites filles. Alors on s'est posé la question d'essayer de comprendre un peu plus quels sont les mécanismes qui pourraient expliquer ces variabilités. Et on s'est dit qu'on allait regarder les distributions des garçons et des filles selon leur niveau en mathématiques. Donc là, ce que vous avez cette fois-ci en abscisse, c'est le percentile rank des niveaux en mathématiques. Donc ça veut dire que vous avez les moins bons à gauche, à chaque fois au niveau 0, et les meilleurs au niveau 100 à droite, pour chaque graphe. Toujours T1 début de CP, T2 milieu de CP, T3 début de CE1. Les filles en rouge, les garçons en bleu. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On remarque que déjà au début du CP, les filles sont représentées à peu près de manière homogène sur tous les niveaux de rang en mathématiques. Les garçons, ils ont une petite prédominance déjà parmi les meilleurs, mais ils ont aussi un peu une petite prédominance dans les moins bons. Et puis petit à petit, on voit qu'il y a une vague, en fait, au cours du temps, de garçons qui vraiment deviennent beaucoup plus forts en mathématiques. Les filles, c'est la vague inverse qui se passe, et hop, elles perdent complètement en termes de niveau, avec ce virage très très rapide qu'on voit en T3. Vous êtes partis pour un troisième graphe. Je vous accompagne là-dedans. On a toujours l'âge en bas en mois. Là, cette fois-ci, j'ai fait un focus sur ceux qui ont l'âge typique de rentrée. À chaque fois, les graphes que je vous présente, on a décidé de mettre à part les enfants qui sont très en avance et les enfants qui sont très en retard.
et qu'on explique aussi dans la méthodologie et tous les résultats. Mais là, c'est pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc vous avez les enfants qui rentrent et qui ont l'année de leurs 6 ans à T1. On voit les résultats T2, T3. Et cette fois-ci, ce qu'on a mis en avant, c'est l'écart niveau des garçons en mathématiques moins le niveau des filles. Donc tout ce qui est au-dessus de 0, c'est un avantage pour les garçons. C'est une autre manière de représenter les graphes qu'on a vus juste avant. Là, ce qu'on voit, comme juste avant, c'est qu'à T1, il n'y a quasiment aucune différence entre les petits garçons et les petites filles, peu importe votre tranche d'âge. À T2, on a cet écart, mais qui est quasiment horizontal. Et à T3, pareil, qui est beaucoup plus marqué. Alors, vous vous rappelez du tout premier graphe que je vous ai partagé sur la partie linéaire de l'apprentissage ? Moi, avant de lancer ce graphe, en fonction de l'âge, je m'attendais à ce que les écarts entre les petits garçons et les petites filles aient aussi un peu une forme de linéarité, et notamment parce qu'il y a eu une des plus grandes hypothèses avant qu'on sorte cette étude, c'est l'accumulation des stéréotypes de genre avec le temps. En fait, il y avait cette grande hypothèse comme quoi plus vous avancez en âge, plus on vous a exposé au fait que les filles sont nulles en maths, que les garçons sont bons en maths, et du coup on s'attendrait à ce que les enfants les plus âgés, ils étaient exposés à plusieurs mois de stéréotypes de genre, et du coup qu'ils aient plus d'écart entre les garçons et les filles. Ben là, on voit pas ça. Et on voit même, est-ce que vous voyez les courbes qui sont un peu négatives ? C'est significativement négatif. En fait, quand les petits garçons et les petites filles sont plus âgés, ils sont un peu plus protégés des stéréotypes de genre. Il y a moins d'écart entre les garçons et les filles chez les enfants les plus âgés. Donc ça, c'est nouveau aussi. Et donc, je vais vous parler je vous ai dit tout à l'heure qu'en France, la loi indique que l'on rentre en CP l'année de ses 6 ans. Et en fait, on peut faire une équivalence de ce qu'on appelle une Interrupted Time Series. C'est-à-dire que si on efface la partie T2, vous voyez que vous avez une continuité de l'âge des enfants en bas. Et vous voyez aussi que les enfants qui ont 80 mois, qui sont la partie la plus droite du T1 en bleu, et ceux qui ont 81 mois, qui sont eux rentrés à l'école un an plus tôt, donc ils ont été exposés à 1 an de plus. Donc en fait, les enfants, ils ont quelques semaines d'écart, enfin, 1 semaine, 1 mois d'écart. Et en fait, ils ont un écart entre les garçons et les filles qui est monstrueux, qui est associé à 1 an d'école, en plus. Et entre ceux qui sont là en T3, la différence entre T1 et T3, c'est quand même des enfants en T3 qui ont été exposés à 1 an de plus d'école par rapport au T1. Et quand on compare les enfants qui sont similaires en âge, du coup on a fait des études économétriques avec nos collègues, en fait le seul élément qui change, il n'y a aucune variabilité due à l'âge, par contre il y a une variabilité due à l'exposition à l'école. Tous ces effets, on les a vus se reproduire sur les 4 années de l'étude. Ce n'était pas juste le fait d'une année. Donc là, vous les retrouvez, il y a la même dynamique, quasiment les mêmes dynamiques, et on va creuser ce point-là ensemble, entre les petits garçons et les petites filles. Je vais vous inviter à regarder le deuxième graphe, qui est en fait l'année 2019-2020. Est-ce que vous voyez l'écart entre T2 et T3, qui est le moment en fait où les petits garçons et les petites filles étaient tous à la maison pendant 2 mois et demi de plus, suivi de l'été, donc 5 mois au total sans école. Ils sont restés beaucoup plus longtemps cette année-là par rapport aux autres années, dues au Covid et au confinement. C'est super intéressant puisque moi je m'étais dit avant de lancer ces graphes, j'avais mon hypothèse dans ma tête, je me suis dit si on a beaucoup de stéréotypes à la maison, alors le fait de rester plus longtemps à la maison, peut-être qu'on va avoir des écarts encore plus marqués entre les petits garçons et les petites filles. Là on a vu l'inverse. Donc ça veut dire que avec cette expérience naturelle du Covid, on a eu tous les enfants en même temps par rapport aux autres années qui ont été confinés. En fait, il y a peut-être beaucoup plus de choses qui se passent à l'école, dans l'environnement scolaire, et là, ça ne veut pas dire que c'est que les enseignants, c'est les enfants entre eux, etc., on va le voir juste après. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort à l'école qu'à la maison, et qui explique ces écarts entre les petits garçons et les petites filles. Quand on compare l'écart T2 et T3 avec celui de la première année et des autres années, ensuite, il se rééquilibre. Ça, c'est le premier élément qu'on a pu remarquer. Tout ça est significativement statistiquement très significatif. Une deuxième variation que vous avez peut-être remarquée, c'est la partie T1. Est-ce que vous voyez que sur le premier graphe tout à gauche, on est au niveau 0, on n'a pas d'écart entre les petits garçons et les petites filles. Par contre, 2019, 2020, 2021, il y a déjà un léger avantage pour les garçons. Donc là, pareil, on a creusé. On a plusieurs hypothèses. La première,
Est-ce que c'était parce que c'était le lancement des évaluations nationales la première année, et puis du coup on a un biais puisqu'on a peut-être un peu moins d'enfants. Quand on a refait l'expérience de manière aléatoire, en extrayant le même nombre chaque année, on n'a pas retrouvé ces différences-là, qui pouvaient expliquer ces différences-là. Par contre, en creusant un peu plus, il y a eu une instruction ministérielle qui a apparu juste avant l'été, en fait, entre 2018 et 2019, et qui a demandé aux enseignants de grande section maternelle de bien préparer les enfants aux évaluations nationales qui allaient arriver en CP. Et donc, entre 2018, la différence entre 2018 et 2019, 2020, 2021, c'est que vous avez eu des enfants qui, en grande section maternelle, ont déjà été un peu exposés à des exercices en mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'on a une deuxième expérience naturelle. On voit qu'en fait, dès l'exposition à cet enseignement formel des mathématiques, les petits garçons, ils dépassent déjà les petites filles. Alors, on a regardé aussi quels étaient les effets de classe. Est-ce que la taille de classe jouait en fait sur les écarts en mathématiques ? Non. Est-ce que le niveau de maths de la classe au global changeait sur ces écarts ? Là, on a l'impression que c'est significatif, mais quand on fait des modèles de régression, en fait, c'est vraiment rien du tout. Donc, c'est pas vraiment très... c'est pas ce qui explique, c'est pas ce qui expliquerait au total les écarts entre les petits garçons et les petites filles. Quand on regarde, est-ce qu'on a plutôt une classe qui est homogène en niveau ou une classe qui est très hétérogène avec des très forts et des moins bons ? Est-ce que ça joue ? Pas vraiment. Et est-ce que le fait qu'il y ait des ratios différents entre garçons et filles dans une même classe joue ? Il semblerait que c'est non significatif aussi. Par contre, élément assez intéressant, quand on a comparé, on s'est dit, et si on triait les classes où à l'entrée en CP, les petites filles sont premières de la classe en maths, et les classes où on a un petit garçon qui est premier de la classe en maths ? Est-ce qu'on aura un peu des résultats similaires ? Et là, en fait, on a des résultats qui montrent significativement que quand vous avez une petite fille qui est première de la classe en mathématiques, l'ensemble des petites filles de la classe ont un niveau un peu supérieur aux petits garçons. Alors ces graphes-là, ils sont pas faciles à comprendre comme ça, puisqu'en fait, on a retiré la moyenne des meilleurs élèves de la classe, d'où le fait que T1 soit en négatif à chaque fois. Et en fait, ce qui est significativement différent, c'est l'écart entre les deux courbes à chaque fois, entre les graphes, et puis ensuite on le retrouve dans les modèles de régression. Donc ça, c'est un effet qui est assez intéressant, c'est-à-dire que les enfants entre eux, quand ils ont un rôle modèle qui ont leur âge et qui est plus fort en mathématiques, ça peut humblement, un petit peu, tirer les filles un peu plus vers le haut. Alors, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des différences avec le langage ou est-ce qu'on observe les mêmes choses ou pas ? Donc, vous avez en haut les graphes que je vous ai montrés en mathématiques. En dessous, ce sont les mêmes expériences, mais uniquement avec les items de langage. En fait, les filles, elles sont beaucoup plus fortes en langage lorsqu'elles arrivent en CP que les petits garçons. Là, on le voit avec la partie vert clair. Après 4 mois d'école, les garçons remontent beaucoup plus en niveau, en langage. Donc ma directrice de thèse que j'adore m'a dit, voilà, l'école, elle bénéficie aux petits garçons en langage et en mathématiques. Et elle a raison. Donc les petits garçons, et on est très heureux pour eux, ils remontent en niveau en langage. Et puis après, il y a les 2 mois d'été au total. Et puis, ils reperdent un peu en niveau. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet Covid. En fait, c'est des dynamiques déjà complètement différentes des mathématiques. Et en plus de ça, le fait d'être resté à la maison ne joue pas sur les écarts, ne joue pas significativement sur les écarts en langage entre les petits garçons et les petites filles. Et je vous remontre, ça c'est le graphe que je vous avais montré au tout début en mathématiques, et je vais vous montrer le même en langage juste à côté. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe votre niveau socio-économique, en fait, ce sont les mêmes écarts entre les garçons et les filles. Ce qui n'est pas du tout le cas en mathématiques. Donc encore une fois, ça nous donne un argument de... C'est peut-être pas dans notre ADN que les filles sont nulles en maths. Et enfin, une expérience qu'on a faite avec les équipes du professeur Julie Josse et le docteur Bénédicte Colnet à l'école polytechnique, qui sont des techniques de machine learning. Là, je vous en présente une qui s'appelle du matching. Ça veut dire qu'on va regarder sur toute une cohorte les enfants qui sont quasiment identiques en mois d'âge, en niveau socio-économique et dans l'ensemble des 46 tests cognitifs qu'ils ont faits. Donc les tests qu'ils ont faits à T1, vous avez le graphe à gauche, et les tests qu'ils ont faits en T1 et T2 à droite. Et en fait, du coup, on les perd par garçons et filles.
La seule chose qui différencie en fait les deux, ce sont leurs genres. Alors il y a un petit biais dans ce graphe, vous avez la cohorte générale qui est en bas en pointillé. Et en fait, dans l'expérimentation qu'on a faite, on a réussi à faire à peu près 70 000 paires d'enfants. Et vous voyez qu'ils ont un niveau qui est globalement supérieur à la cohorte générale, puisqu'en fait, c'était très difficile de trouver des petits garçons qui étaient aussi forts en langage que les filles pour un même niveau en mathématiques. Donc c'est le biais qui explique leur niveau beaucoup plus élevé dans ce graphe. Et alors même qu'on avait des pairs égaux dans tous les paramètres, à part le genre, et ben on voit qu'entre T1 et T2, les garçons, malgré tout, performent mieux en mathématiques que les filles, à T2 puis à T3. Et quand on les match exactement sur leur résultat à T1 puis à T2, c'est votre graphe de droite, ben malgré tout, les garçons sont quand même beaucoup plus forts que les filles à T3 en mathématiques. Donc ça, c'est une expérience de matching. Donc au total, on a eu des données massives qui nous ont permis d'identifier et de décrire assez précisément et assez finement l'émergence de ces écarts entre les filles et les garçons. Et je serais ravie si vous voulez en discuter après la conférence. Il y a beaucoup plus de détails dans le papier qu'on a pu publier. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est principalement à l'école et moins à la maison que s'écartent ces écarts entre les petits garçons et les petites filles. L'âge n'a pas d'effet, voire il est protecteur. Ça, c'est tout nouveau aussi. Ça nous a permis vraiment d'infirmer l'hypothèse de l'accumulation dans le temps des stéréotypes de genre. Et les écarts de genre, ils ne touchent pas les catégories sociales de la même manière. Le fait d'avoir un favoritisme pour les petits garçons chez les CSP+, donc les catégories socio-économiques dites supérieures ou plus favorisées, en fait, on les retrouve aussi au Brésil, on les retrouve en Chine, on les retrouve en Italie, on les retrouve dans plein de pays. Moi, je m'attendais intimement à voir l'inverse. Moi, je m'attendais à ce que que ce soit plus dans les milieux défavorisés, qu'on ait un large avantage pour les petits garçons par rapport aux petites filles. Donc j'étais assez étonnée de ce résultat. Et au total, on a aussi des dynamiques qui sont très différentes entre le langage et les mathématiques. Alors comment on fait pour faire en sorte que, si c'est quelque chose qu'on constate comme étant de manière innée, les filles sont fortes en maths, en fait, il faut le dire, il faut qu'on arrête avec cette fausse information que les filles sont nulles en maths. Les filles sont fortes en maths, mais à cause d'une manière d'enseigner de manière formelle, d'un environnement, du fait que de nombreuses personnes pensent que les filles sont nulles en maths, etc., elles chutent en niveau, elles ont de l'anxiété vis-à-vis des maths. Alors comment on fait pour résoudre tout ça ? Quelles sont les interventions qui ont fait leurs preuves ? D'abord, le fait de convaincre les petits garçons et les petites filles de cette égalité des genres en mathématiques, puisqu'il y a encore cette idée très forte, très marquée chez les parents et chez les enseignants, que les filles ne sont pas faites pour faire des maths. Donc déjà, casser cette idée-là. Et je remercie l'École normale supérieure et Clotilde et Dimitri de m'avoir invité aujourd'hui, puisque ça me permet de diffuser cette information qu'on sait maintenant être avec des preuves scientifiques. Donc on peut y aller sur le fait de diffuser cette grande nouvelle. Ce qui est important, qui marche, c'est de les faire jouer au même jeu. Parce que certainement, là, tout à l'heure on parlait beaucoup de l'école, mais certainement qu'en fait, entre leurs 0 et leurs 6 ans, ils ont joué à des jeux qui font que les petits garçons sont beaucoup plus incités à être compétitifs, sont beaucoup plus à l'aise dans le fait de faire des erreurs. En fait, on l'a beaucoup lu dans pas mal de papiers. Les petits garçons, beaucoup plus OK pour eux de faire des erreurs. Les petites filles vont se retenir de faire des erreurs. Elles veulent pas rater, elles ont une anxiété vis-à-vis de ça. Donc les faire jouer au même jeu et les habituer, les autoriser à essayer et valoriser beaucoup plus l'effort que le résultat dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Ce qui est important aussi, c'est de leur présenter des rôles modèles auprès desquels ils peuvent s'identifier. Je pense que si moi, à l'âge de 6 ans, on m'avait présenté Marie Lavoisier, je ne sais pas si je me serais projetée dans le fait, peut-être trop âgée ou pas la même époque, etc. Par contre, si on leur montre les petites filles dans la classe qui sont fortes, si on leur montre les petites filles qui ont gagné le concours en mathématiques pour les 8-10 ans, etc., et qu'on leur montre des petits prodiges scientifiques, peut-être que ça marchera beaucoup mieux. Et important aussi, au niveau des enfants toujours, de transmettre les moyens aux filles pour pallier au stress des compétitions ou leur anxiété en mathématiques. Donc il y a pas mal d'ateliers qui existent et qui sont testés un peu dans le monde entier sur comment on fait pour donner des clés aux filles pour qu'elles se renforcent là-dessus et qu'elles ne perdent pas confiance en elles et dans leur performance en mathématiques. Au niveau des adultes, et adultes du coup c'est à la fois la population des parents mais aussi des enseignants, important au niveau des enseignants de promouvoir des notations et des pratiques d'enseignement qui ne sont pas basées sur le genre. Et donc là, vous présentiez tout à l'heure
c'est difficile, puis il y a pas plein de choses qui marchent pas, notamment le fait d'avoir conscience de ces genres, ou alors le professeur Ramu de l'ENS a montré récemment que même des interventions de quelques heures en fait ne suffisent pas, ça marche pas, si c'est que 6 heures une fois ponctuellement. Donc il y a plein d'autres choses à tester et à mettre en place. On n'est pas encore arrivé à trouver ce qui marche et ce qui peut être diffusé partout dans le pays. Encourager le fait d'interroger autant les petites filles que les petits garçons dans les classes en mathématiques. Beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, les petits garçons sont beaucoup plus souvent interrogés en mathématiques et en sciences que les petites filles. Et puis surtout, ce qui est parents, les informer du coup que les filles sont fortes en maths. Elles sont nées pour ça. On a tous ça dans notre ADN. Et puis les accompagner sur un environnement à la maison où les jeux peuvent être les plus équitables possibles, la compétition, et valoriser surtout à chaque fois l'effort et pas le résultat. Et enfin, au niveau des décideurs, les papiers montrent aussi que les écoles unisexes et les classes non mixtes en fait, sont inefficaces dans la réduction des écarts entre les petits garçons et les petites filles. Et là, pour le coup, il y a l'hypothèse la plus forte, c'est aussi que les écoles unisexes et les classes non mixtes sont principalement dans des niveaux socio-économiques très élevés et plus élevés, du coup, et c'est ça qui fait que ce biais-là, en fait, overpasse la potentielle efficacité d'avoir des classes de filles et des classes de garçons. Et enfin, avoir des États qui puissent accompagner, des décideurs qui puissent accompagner la création d'environnements pour que les parents et les enseignants et les enfants encouragent ces pratiques d'apprentissage égales entre les petites filles et les petits garçons. Alors je voulais remercier mes co-auteurs, nos co-auteurs et une super équipe avec laquelle on a pu faire la publication de ce papier. Tout à gauche, vous voyez le docteur Bénédicte Colnay. Et du coup, toutes les deux, on fait partie des 17% de femmes de moins de 35 ans qui ont publié dans la revue Nature. Ça fait pas beaucoup, mais déjà, on a augmenté un peu le pourcentage. Et ça a été dur d'avoir les chiffres. Ils n'étaient pas très à l'aise. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont permis à mettre ce programme qui est unique au monde, Evaled. Vous avez tous et toutes accès à toutes ces données à la DEP, le département des études de l'éducation nationale. Ils ont des cohortes absolument remarquables. Et puis c'est aussi une des premières fois où on remercie dans le papier les 3 millions d'enfants et les enseignants qui ont permis en fait de pouvoir réaliser tous ces tests. Et je vous remercie de votre attention et puis de cette invitation. J'étais ravie.